À chaque meeting, Hitler promet tout à tout le monde. Il promet de rebâtir une Allemagne puissante. Il promet du travail pour tous. Il promet un mari à chaque femme allemande. Il promet de déchirer le déshonorant traité de Versailles. Il promet d'éliminer la corruption au plus haut niveau. Il promet même d'augmenter le pouvoir des gros industriels et des financiers, ceux-là même qui payent pour sa campagne. Une promesse qu'il ne tiendra pas non plus. Et à chaque meeting, il promet de casser les Juifs. Ils sont responsables de tout, hurle-t-il. Voilà la seule promesse qu'il tiendra amèrement jusqu'au bout. À ce stade, il est évident que la République de Weimar est obsolète. Elle a échoué car la plupart des Allemands la voyaient comme un système imposé par les Alliés après leur victoire. Elle n'a jamais été régie par une politique constructive adaptée. Trop de gens qui détenaient le pouvoir du temps du Kaiser étaient restés en place. Cela avait été, hélas, une république sans véritable républicain, une démocratie sans aucun démocrate. Mais comment Hitler a-t-il pu s'approcher si près du pouvoir sans jamais avoir gagné une seule élection ouverte? Rappelons-nous. Premièrement, les industriels, les financiers et les banquiers, les propriétaires terriens et les militaires ont tous vu en Hitler leur unique rempart contre les organisations de travailleurs. Deuxièmement, les classes moyennes se souvenaient de la période de l'inflation. Elles avaient peur de perdre ce qu'elles avaient gagné depuis. Troisièmement, beaucoup de sans-emploi en sont venus, par désespoir, à revêtir les chemises marron hitlériennes. 30 janvier 1933, Hindenburg cède aux pressions qui l'entourent de tous côtés. Adolf Hitler se voit enfin offrir le plus haut poste du pays à côté de celui du président, celui de chancelier du Reich. C'est ainsi que triomphe le vagabond venu d'Autriche, le bourreau des juifs et des socialistes, l'ennemi juré de la démocratie, l'adepte de la barbarie. Un homme qui a basé la totalité de son programme politique sur des mensonges et de la propagande, qui se voit uniquement comme le Führer d'une future race supérieure. On peut le contrôler, disent ceux qui lui ont mis le pouvoir entre les mains. On veut voir notre guide, implore la foule. Et voilà comment est né le Troisième Reich. Le Troisième Reich prend naissance au milieu des flammes. Le monde entier se demande si ce sont les nazis eux-mêmes qui ont mis le feu au Reichstag. C'est le début de la révolution communiste. Nous n'aurons pas de pitié. Tous les responsables communistes doivent être abattus sur le champ. Tous les députés communistes doivent être pendus cette nuit même. Bien sûr, il n'y a pas de révolution. Mais l'incendie a agi comme un déclencheur. Encore un énorme mensonge de propagande. Maintenant, la terreur nazie peut s'exprimer dans toute son ampleur. Les premiers camps de concentration apparaissent. On y enferme sans procès tous ceux qui osent s'opposer aux nouveaux dirigeants quand ils n'ont pas déjà été exécutés par les troupes d'élite. Pour détourner l'attention du peuple de cette horreur, on organise des défilés spectaculaires, jamais vus depuis l'époque de l'empereur Wilhelm. Deux jours plus tard, l'Assemblée du Reichstag se réunit dans son nouveau siège, l'Opéra Kröll. On doit y voter une loi totalitaire qui retirera tout pouvoir aux représentants du peuple. Hitler, en tant que chancelier, aura tous les pouvoirs. Le président du Reichstag, qui n'est autre qu'Hermann Göring, surveille les procédures avec des jumelles. Tous les députés communistes ont été soit arrêtés, soit assassinés. Parmi les nombreux autres partis, seuls les démocrates sociaux, par la voix d'Otto Wels, s'opposent à cette loi cruelle. Tous les autres votent avec les nazis. À l'extérieur, les soldats en chemise marron hurlent « Nous voulons la loi, sinon nous mettrons tout à feu et à sang !» Et ils ont obtenu leur loi. Ainsi d'ailleurs que le peuple allemand tout entier. Tout de suite, Goebbels prend le contrôle de la presse et de l'information. La propagande a maintenant le pouvoir absolu. Chaque jour, les journaux se voient dicter ce qu'ils doivent écrire et comment l'écrire, et ce qu'il ne faut pas dire. Tous les scénarios sont maintenant soumis à la censure. Le choix des acteurs également. Dorénavant, le peuple allemand saura uniquement ce que le Führer veut bien qu'il sache. La propagande nous a portés au pouvoir. La propagande nous a permis d'y rester. La propagande nous permettra de conquérir le monde.
Depuis ses premiers pas munichois, Hitler avait adopté comme emblème nazi un vieux symbole hindou, la croix gammée, la svastika. Il en fait dorénavant des millions de semblables. Il a également adopté les emblèmes de l'Empire romain, présents à chaque rassemblement. Et c'est à Mussolini qu'il a emprunté son salut fasciste. Le peuple est gavé d'imagerie et de slogans. Führer, commande-nous, nous t'obéirons. Le Führer a toujours raison. Hitler est un homme qui se méfie des intellectuels et qui les déteste. Tous. Voilà pourquoi on brûle non seulement les œuvres des philosophes, scientifiques, médecins, poètes, auteurs et écrivains allemands, mais aussi celles des intellectuels du monde entier. Les étudiants et les miliciens obéissent aux ordres du Führer. Toute culture, à part la culture nazie, doit être détruite.